Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là pour le troisième Le Virtuel Noir de Luciole avec Sébastien Dourvet qui sera avec nous ce soir pendant 1 heure pour répondre aux questions de tous les participants. Laetitia, à toi l'honneur. Alors, bonsoir Sébastien. Moi, je voulais savoir, pour commencer, ton parcours scolaire et à la suite ton parcours professionnel. Je ne m'attendais pas à cette question. Mon parcours scolaire, disons que un peu étrange. Je n'ai jamais travaillé à l'école. Je le regrette amèrement. D'autant plus maintenant que je conseille à mes enfants de travailler. Donc, j'ai jamais ouvert un livre d'école, grosso modo. Il se trouve que j'ai quand même été dans des très bons établissements. Ne me demande pas pourquoi ils m'ont pris, mais il se trouve que j'ai quand même été dans des super lycées parisiens. Ils ont fini par je ne sais pas pourquoi ils me faisaient passer les classes supérieures, puisque j'avais des moyennes parfois frôlant négatives, je pense. Et ils ont fini par me donner mon bac. Je m'en souviens très bien, ma pauvre mère, mon Dieu, une sainte. Je l'ai eu au rattrapage, avec le maximum de points possible au rattrapage, c'est-à-dire 72 de mémoire. J'ai passé le truc, donc j'étais à Louis-le-Grand, j'ai passé mon bac à Henri IV, j'ai passé mon rattrapage, je suis allé regarder un film, je suis allé au cinéma. Ma mère voulait me tuer et je suis arrivé, en fait, il fermait l'établissement au moment des résultats et il n'y avait plus que le directeur qui fermait la porte et il m'a regardé, il m'a fait dos vert. Vous avez le bac, de toute façon, j'ai eu le directeur de Louis-le-Grand, plus personne ne veut vous voir. Donc, j'ai eu mon bac. Après, j'ai fait n'importe quoi. Je me suis inscrit en n'importe quoi en faisant croire à mes parents que ça me plaisait, que j'y allais. Même pas que ça me plaisait, que j'y allais. Évidemment, j'y allais pas. Et puis, en désespoir de cause, ma mère m'a trouvé un stage un été dans une chaîne de sport du CAPSAT à l'époque, qui s'appelle l'Équipe, puisqu'elle bossait à l'Équipe. Donc, grâce à maman, je suis rentré là-bas, j'ai fait un stage pour Télécafé. Et en fait, à partir du moment où j'ai travaillé, ça m'a plu. J'étais content de travailler, voilà, je sais pas, ça m'a stabilisé, peut-être, je ne sais rien. Et puis, j'aimais bien ce que je faisais, j'aime la télé, donc voilà. Et à partir de là, en plus, ce qui était très bien, c'est que mon père était très, très inquiet. Mon père était quelqu'un qui… un jour, mon père m'a dit « Seb, je vais t'apprendre ce que c'est que le travail. » Et je suis d'accord. Et il m'a dit « Tu vois, sur mon bureau, j'ai une bannette à faire et j'ai une bannette fait. Quand on m'apporte un dossier, je le mets dans la bannette à faire et ensuite, je le fais. Et là, je le mets dans la bannette fait. » J'ai dit « D'accord. » Et à partir du moment où j'ai travaillé, en fait, mon père, après, on s'est entendu comme larron en foire. Il était tellement content, parce qu'en plus, je bossais en matinale et tout, donc je me levais à 3 heures du mat, c'était absurde. Et il était tellement content que je bosse. Et puis là, ensuite, en fait, je suis retourné à l'école. Je ne voulais pas retourner à l'école, évidemment, mais je suis retourné à l'école. J'ai fait mon école de journalisme en alternance. Et c'est pareil, c'était super. Et après, c'est parti comme ça. Et du coup, j'ai fait ma carrière de journaliste de télévision depuis une vingtaine d'années. J'ai quand même fait un break de 4 ans. J'ai repris le boulot il y a 6 mois. Ah oui. Parce que j'en pouvais plus. Puis là, j'ai repris il y a 6 mois parce que j'avais besoin d'argent, besoin de bosser, et puis que ça me manquait quand même un petit peu. Et voilà, et je suis un journaliste de télévision de coulisses, on va dire ça comme ça. J'organise les émissions, je fais les oreillettes. Enfin, si vous devinez de qui je fais l'oreillette, si vous voulez faire un jeu avec moi, est-ce que quelqu'un a une idée? Non. C'est une femme ou un homme? Un indice. C'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. Je peux vous dire sur quelle chaîne je travaille. Je travaille sur M6. M6, un homme. Stéphane Rothenberg. Non. Il a fait Koh-Lanta? Non. Oui, vous regardez Plaza. Non, je suis l'oreillette de Julien Courbet.
Tous les matins, sur M6, on résout des cas d'artisans véreux, de garagistes qui vendent des voitures trafiquées à des vieilles dames, à des femmes seules avec des enfants. Et voilà, ça fait 6 mois là et c'est un bonheur total. Je meurs de rire. Voilà, tu sais tout. Super. Bah, je te remercie. Franck, à ton tour. D'accord. Eh bien, déjà, bonsoir à tous, bonsoir à Sébastien. Salut, Et Franck. donc, moi, j'entre directement dans le vif du sujet par rapport au roman Cool Killer. Je voulais savoir un petit peu les sources d'inspiration, les sources de motivation. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à écrire ce roman? Et en fait, savoir le but de tout ça. La Alors, naissance, la chute du projet. disons que, comment dire, alors, le sens, je ne le connais toujours pas. Si quelqu'un a un indice. Le fait est que, je sais pas, j'étais en colère, je ne sais pas contre quoi, ni contre qui, mais je devais être dégoûté de quelque chose. Et donc, le livre est venu comme ça. En ce qui concerne les inspirations, il y a énormément de choses qui sont vraies dans le livre. Je sais que ça paraît aberrant, mais il y a plein de scènes qui sont réelles, qui sont des trucs que j'ai vécus. Des réunions, des rendez-vous, il y a plein de choses comme ça qui sont en fait des scènes complètement réelles. Évidemment, qui sont réagencées, bien sûr, mais il y a de ça. Et puis après, à ce moment-là, il y avait un vrai délire mégalo de mon côté, quoi. Donc c'était un truc de toute puissance. J'avais envie d'écrire le livre le plus hardcore de l'univers. Voilà. Et puis c'est une période un peu noire de ma vie aussi. C'est je peux le dire, mais c'est une période disons que Cool Killer a été écrit à 2-3 grammes. Je peux le dire d'autant plus que je bois plus. Mais voilà. Donc c'était une espèce de révolte contre tout. Et puis ouais, l'envie d'être méchant. J'avais très envie d'être très méchant. Donc ça a donné ça. Voilà. D'accord. Et le projet, c'était d'écrire le plus grand livre de l'univers, quoi, comme à chaque fois. Et puis c'était aussi une manière d'expier un petit peu toutes les idées noires qu'on a au fond de la tête. Bah, je sais, enfin, en fait, alors ça, je pourrais te dire ça aujourd'hui. Mais sur le coup, j'en avais pas du tout conscience. J'étais embringué dans le truc. Puis à un moment, c'est devenu, tu sais, tu vis avec, quoi. Tu vis avec le livre toute la journée. C'est très étrange comme période. Il t'occupe l'esprit 24 heures sur 24. Tu dors avec les personnages, tu te réveilles avec eux. C'est très étrange. Je me souviens encore du moment où, en fait, quand tu arrives jusqu'au BAT, jusqu'à la dernière limite du moment où tu dois rendre le manuscrit, donc je pense que pour tout le monde c'est pareil, tu écris jusqu'à la dernière seconde en réalité. Tu écris, tu réécris jusqu'à la dernière seconde, tu changes les mots, tu changes les... Bon, et je me souviens exactement du moment où j'ai envoyé le manuscrit, je dialoguais, c'est même plus quotidiennement, c'est minute par minute avec mon éditrice, Marie Leroy. Et puis après, il n'y a plus rien. C'est très étrange. En fait, le lendemain, tu te réveilles et c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus rien. Le livre a disparu, il est parti. Et tu te retrouves comme ça, chez toi, complètement désœuvré. Donc, très étrange, parce qu'en fait, le livre revient un tout petit peu avant sa sortie, puisque tu le reçois, et puis là, on commence à te parler, il faut que tu envoies les exemplaires, les machins, mais c'est un truc très déconnecté. C'est plus du tout puis on te parle de ton livre, comment est-ce que je veux dire ça, à la troisième personne un peu.
Alors qu'avant, tu vois, il est avec toi tout le temps, c'est en permanence, tu es tout le temps en train de l'écrire, tu fais que ça, quoi. Toutes tes pensées sont tournées vers ça. Et puis c'est très étrange. Et puis ensuite il sort. Alors tout le monde te dit qu'il faut être hyper heureux, donc tu fais comme si tu étais hyper heureux. Voilà. Et puis, mais en fait, il y a une distance. Enfin, c'est trivial de dire que c'est comme un enfant. C'est ridicule même de dire ça. Mais non, en fait, tu passes du sujet à l'objet, quoi. C'est tu passes du sujet à l'objet. T'étais avec lui, et puis ça devient un truc externe Oui, qui c'est est là, comme. qui existe, dont on te parle. Bah, Et pendant un moment, c'est ton bébé, c'est toi qui le fais. Et du jour au lendemain, ça devient, en fait, t'appartient plus. C'est comme si, bah, non seulement il t'appartient plus, mais tu l'oublies. Tu vois, c'est terrible, hein, mais tu l'oublies. C'est comme quand tu vis avec quelqu'un et puis qu'ensuite tu te sépares. C'est oui, c'est un exactement peu la ça. fin. Tu l'oublies. Moi, très souvent, pour me convaincre que c'est pas trop de la merde, je le relis. Puis ça me rassure un peu, tu vois, mais tu l'oublies en fait. Tu oublies ce que tu as écrit. C'est voilà, tu reprends tes mots et tu te rends compte de tu te rappelles comment tu les as agencés, la mécanique revient. Parce qu'en plus, c'est un livre particulier puisqu'il est écrit à la première personne. Donc, tu es dans la tête de quelqu'un. Mm. Ou c'est plutôt lui qui est dans ta tête. Enfin, j'en sais rien, en fait. Mais tu parles comme lui. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la petite voix dans ta tête, la petite voix d'Alexandre, elle devient dominante. Donc, et puis ça s'arrête. Donc ensuite, tu te retrouves avec toi-même, quoi. Ouais, et là, C'est très étrange. il Je faut ne se sais pas si c'est réhabituer. comparable à ce que vivent certains acteurs, j'en sais rien, mais c'est une expérience. Enfin, la première fois, c'est très bizarre. Mm. Ouais, j'imagine. Mais c'était un plaisir. Enfin, cette petite voix, c'était un vrai plaisir en même temps. Je ne le cache pas. C'est pouvoir dire du mal de tout le monde, cracher son Oui. fiel comme ça, en plus avec un personnage qu'on ne peut même pas qualifier d'arrogant, puisqu'il est largement supérieur. Donc, c'était un plaisir immense de pouvoir utiliser sa voix à lui. Voilà, c'était jouissif. J'imagine, oui. Bah, ok, bah merci. Katia, qui a un empêchement ce soir et qui te demande comment t'es venue l'idée du type à la trottinette. On ouvre mes yeux. Enfin, tu vois, Ouais. c'est-à-dire qu'il y a quand même eu, à un moment dans Paris, alors il y en a encore, mais moins. Mais il y a eu un moment où des gens adultes se déplaçaient en trottinette sur les trottoirs comme si c'était normal, quoi. Ouais. Et donc, ce qui était... Alors, c'est anecdotique. On retient beaucoup ça dans le bouquin. Je dirais pas que ça m'embête aujourd'hui, mais par exemple, tu vois, je fais reprendre les pitchs du bouquin, j'enlève la trottinette. D'abord parce que j'ai envie que les lecteurs le découvrent, parce que c'est un truc rigolo, et surtout parce que phagocyté, c'est un grand mot, un mot trop compliqué. Mais c'est pas le livre. C'est le démarrage, quoi. C'était l'idée de cette scène, voilà, et puis c'était un peu symbolique. C'est tuer quelqu'un parce qu'il roule la trottinette, voilà, ça me faisait rire. C'est affreux de dire ça, mais ça me faisait Non, je rire parce que comprends, mais mes lecteurs me connaissent. non, mais c'est tellement, comment dire, c'est tellement absurde C'est ça. De se balader en trottinette sur un trottoir quand on a 40 piges. En costard. Pour moi, En c'est costard, déconnecté. ouais. Voilà, c'est déconnecté de la réalité, quoi. Et sans en plus, avec une grande fierté. Bon, après, j'ai aucun problème parce que mes enfants fassent de la trottinette, par exemple. Oui. Je les emmène tous les week-ends faire de la trottinette, ça ne me dérange pas. Et ce sont des enfants. Une limite d'âge. Moi, j'imposerais une limite d'âge. Ouais, je vois.
Là, c'est vrai qu'avec les trottinettes, les monoroues, et les overboards, les machins, on est… Non, mais à un moment à Paris, alors après, sincèrement, c'est devenu un truc de fou. Ouais. C'était devenu un truc complètement dingue. Ouais. En plus, les mecs posaient des trottinettes n'importe où. Enfin, c'était devenu en libre service, il y en avait partout. Il y avait des mecs qui les volaient, il y avait des mecs qui les rechargeaient. Enfin, il y avait un écosystème de la trottinette qui s'était développé. Bon, avant que la ville fasse le ménage, mais c'était sidérant, quoi. Il y avait des accidents mortels. Ouais. Il y a eu je ne sais plus combien d'accidents. Il y a eu, je me souviens au moins de 2 dans Paris. Des gens qui sont morts entre eux. Si tu veux, le bénéfice sur ton trajet par rapport au risque encouru est quand même déséquilibré, quoi. Tu vois, il y a pardon, un vieux qui est mort percuté par une trottinette, tu vois, à pleine vitesse. C'est sûr. Le truc était fou, quoi. Et donc voilà, c'était et en même temps complètement absurde. Et le bouquin parle quand même de tout ça, de l'absurdité et de la colère que ça peut générer de l'autre côté. Parce que le truc, c'est qu'en plus, tu deviens fou. C'est que ça te rend méchant. C'est d'être entouré de toute cette absurdité, de croiser des trucs complètement loufoques toute la journée. Au bout d'un moment, tu pètes les plombs et tout t'énerve. Voilà. Oui. Et c'était un moment où tout m'énervait. En plus. Alors mais c'est vrai que l'effet trottinette, même si chez La Martinière, c'est écrit sur la 4e de couve, quand on vit le truc dans le bouquin, ça m'a vachement fait rigoler, moi. C'est drôle, ouais. Ouais. C'est tellement absurde, comme tu dis, que du coup, c'en est drôle, même si, effectivement, c'est un meurtre. Mais tu sais, après, la première scène, j'étais pas suffisamment formé, mais quand même intuitivement. La première scène, il s'agit, donc c'est toujours de l'exposition, et il s'agit de faire ça avec le plus d'élégance possible. Je sais pas si on peut parler d'élégance pour Coup de Killer, mais le fait est que du coup, c'était un peu un concentré du bouquin quand même. Tu vois, il y avait le côté absurde, il y avait le décalage du personnage par rapport à l'acte qu'il commet, donc qui te permettait de le connaître tout de suite. Il y avait son côté obsessionnel aussi, qui était très vite décrit, et son absence de culpabilité. Donc, ça permettait d'entrer dans le livre. Et puis après, il y avait toute l'arrogance de l'auteur dans le fait de faire une scène de démembrement ludico-gerbante, tu vois. Oui, il en faut. Premières pages. Voilà. Il en faut toujours. Oui, alors, attention, on a des lecteurs qui t'ont pas encore lu ici, et après on sera en replay sur YouTube. Du coup, Pauline, en effet, tu n'as pas encore lu Sébastien. On ne va pas spoiler. Pauline, tu n'as pas encore lu Sébastien. Non, je n'ai pas encore lu. Je te laisse le micro pour tes questions. Merci. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir Sébastien. Donc, je suis désolée, je ne sais pas ce qui se passe. Il ne fait pas nuit chez moi. Tu es dans le noir. Moi aussi un peu. D'ailleurs, je vais allumer la lumière. Joker. Mais oui, toi, on va que d'un côté. C'est horrible. Alors Sébastien, moi je voulais savoir si tu avais des petits rituels d'écriture, une journée type, si tu écrivais sur un carnet. Raconte-nous. J'ai un mode d'écriture, ouais. Mais je ne sais pas si j'en ai changé ou pas. Je me lève très tôt quand j'écris. Donc, j'aime bien me lever vers 4 ou 5 heures. Et ensuite, je bourrine. Après, j'ai une organisation, c'est-à-dire que, en fait, pour moi en tout cas, il y a 2 modes. Il y a un mode que je vais qualifier d'exécution. Là, je sais ce que je dois écrire, donc je m'y mets. Et ce mode, en gros, peut être enclenché n'importe quand. Et à part ça, il y a un mode de conception. Création, c'est un grand mot.
donc conception, où là, en gros, je mets mon cerveau en éveil en le gavant de ce que je cherche. C'est-à-dire que je vais penser tout le temps. Par exemple, je veux que le personnage aille d'un point A à un point B, mais je veux le justifier. Et donc, je vais poser cette question-là à mon cerveau de manière incessante, mais sans me mettre devant la feuille en disant comment est-ce qu'il va aller du point A au point B. C'est juste que je vais me bourrer le crâne avec cette question. Et à un moment, ça fait tilt. Hein, en général, c'est sous la douche, voilà, en se rasant. Et ensuite, quand je sais que je suis bloqué, j'ai toujours mes heures. Et pendant mes heures, à ce moment-là, je fais le travail de l'ombre. C'est-à-dire, par exemple, je vais dialoguer, je vais reprendre, je vais réécrire. Je sais que tel chapitre doit être réécrit, relu. Donc, je vais faire ça en attendant de débloquer quelque chose. Mais je fonctionne comme ça. Est-ce que tu utilises un plan? Est-ce que tu as des fiches personnages? Ou est-ce que tu y vas à l'instinct, au feeling? Non, alors, ça dépend. Ça dépend. Encore une fois, moi, quand j'ai écrit Cool Killer, je n'étais pas formé. Hein, je me suis dit que j'allais très bien y arriver. Et finalement, j'ai appris à écrire en écrivant le roman, sachant que moi, j'ai un côté un peu méticuleux. C'est que je veux tout comprendre. Donc, en même temps, j'ai lu toutes les méthodes d'écriture du monde. Donc, je les connais toutes par cœur, toutes les méthodes américaines de scénario, machin. Je suis un spécialiste total de tout ça. Enfin, spécialiste, un connaisseur. Je crois que j'ai lu toutes les méthodes qui existent, mais pas forcément pour les appliquer, juste parce que je pense qu'il faut tout connaître pour ensuite pouvoir faire n'importe quoi. Et puis, j'étais vraiment dans un truc où, rien qu'à la force de la volonté, j'allais y arriver. Donc, j'ai fait énormément d'erreurs. Aujourd'hui, j'écris plus du tout pareil, mais j'ai fait énormément d'erreurs. J'ai réécrit tout le livre, j'ai changé la fin, je l'ai réécrit à la troisième personne, parce qu'à un moment, je me suis dit, il faut qu'il soit écrit à la troisième personne. Je l'ai écrit au passé simple, je l'ai repassé au présent. Enfin, j'ai fait nimp. J'ai écrit 4 fois le livre, en réalité. Mais c'est parce que j'étais pas... voilà, j'étais pas encore suffisamment... Enfin, je ne savais pas, en fait, ce que c'était. J'avais pas conscience de la... Ton livre est terminé, donc du coup, tu l'envoies à plusieurs éditeurs. Comment s'est passée la rencontre? Je l'envoie à plusieurs éditeurs, en effet, qui me renvoient tous, évidemment, des lettres de refus. Et le livre passe grâce à mon ex-compagne. Le livre passe par mon ex-compagne, Yann Arthus Bertrand, chez La Martinière. Donc, il arrive chez La Martinière et il a la chance de passer entre les mains de Marie Leroy, qu'elle la rencontre, en fait. D'accord. Donc, à ce moment-là, moi, je le raconte à la fin du livre. Enfin, pas à la fin du livre, dans les remerciements. Mais donc, elle me passe un coup de fil et puis, moi, je suis à la bibliothèque Mazarine. À ce moment-là, j'écrivais là-bas. Je vous recommande d'aller à la bibliothèque Mazarine quand elle sera rouverte. C'est quand même incroyable. Ça coûte 15 balles par an. Et il y a des bustes en marbre. Il y a des gens qui vous disent « Bonjour, monsieur. Moi, j'ai une place attitrée, 98. » Et enfin, c'est incroyable. Bref, et je suis sur les marches. Je pense que c'est un démarcheur, quoi, parce que c'est un fixe, machin. Donc, je réponds pas. J'écoute le message et c'est Marie qui me dit, en gros, qu'elle adore. Et voilà. Et ensuite, je la rencontre. Et puis, elle fait partie des éditrices qui ont beaucoup de charme, beaucoup de tact. C'est avec une culture très large. Donc, on parle la même langue, en fait. Elle a une part de culture pop, elle édite des trucs très différents. C'est une partie de La Martinière qui est petite, La Martinière littérature, et qui fait aussi bien du thriller que de la littérature blanche, avec des auteurs qu'elle choisit, qui marchent bien.
Et donc, avec pas mal de liberté quand même. Pour éditer un bouquin comme ça, il faut avoir pas mal de liberté. Et donc voilà. Et donc, elle aime. Et puis après, c'est parti. Est-ce qu'il y a eu, suite à cette rencontre avec ton éditrice, est-ce qu'il y a eu beaucoup de corrections? Est-ce que c'est toi qui as eu le dernier mot en fait sur le titre? Parce que j'ai appris il y a peu qu'en fait, souvent, c'était les éditeurs qui avaient le dernier mot sur le titre. Donc, j'aurais voulu savoir si c'était le cas pour toi. Ah oui, oui, oui. Non, mais de toute façon, moi, le titre était déjà donné. Et puis, alors, la question ne s'est pas posée. Et puis, je sais pas comment j'aurais réagi. Mais Marie n'est pas comme ça. C'est-à-dire, enfin, dans tous les cas, voilà, ce qu'elle fait, elle, c'est qu'elle pointe du doigt tout ce que les auteurs essayent de cacher sous le tapis. Mhm. C'est-à-dire toutes les failles, c'est tous les raccourcis, pourquoi tel personnage réagit comme ça, comment il fait pour arriver là, pourquoi est-ce que ça lui arrive d'un coup, enfin, c'est trop, pourquoi ce hasard, etc., etc. Et donc, elle pointe ces choses-là. Et ensuite, c'est à moi d'y répondre. Et ce fonctionnement-là me convenait vraiment parfaitement. C'était très élégant. Il n'y a jamais eu de... Il y a un truc qu'elle m'a demandé de corriger, c'est il y avait un personnage qui évidemment était malmené, qui était mineur, et elle m'a demandé d'en faire un personnage majeur, et elle avait raison. Parce que ça aurait nui à la comment est-ce que je vais dire ça? Ça aurait nui à la lecture du livre. C'est-à-dire, c'est la différence entre le trait et le trop. C'est que d'un seul coup, ça devenait gratuit sur cette scène-là. Ça n'y apportait rien. Et donc, elle avait raison. Ça aurait encore. Voilà, le livre était suffisamment hardcore pour comment dire. Mais je n'ai rien retiré du livre. J'ai eu aucune demande d'ailleurs, je pense que ça se voit dans le bouquin. Mais voilà, j'ai eu aucune demande de tout ça. Ça a un peu tangué à la fin, avant la sortie. Voilà, il y avait des gens qui adoraient le livre chez La Martinière, d'autres qui étaient un petit peu, comment dire, chafouin. Mais ça a été vraiment très léger. Puis il n'y a eu aucune censure. Mais alors vraiment, mais à aucun moment. Et de toute façon, je pense que je ne l'aurais pas toléré. J'en sais rien, je ne sais pas comment j'aurais réagi, parce que quand même, c'était mon premier roman. Voilà, mais c'est pareil sur les bouquins que j'ai écrits avant, d'humour noir, chez Pygmalion. C'est le même genre d'éditrice, Florence Lotin. C'est des jeunes femmes hyper cultivées, mais avec une culture pop aussi. C'est pas que des hippocagnes-cagnes. Florence, elle édite Le Trône de Fer en France, donc voilà. Et puis, en fait, que ce soit chez La Martinière ou chez Pygmalion, je ne vais pas dire qu'on est... j'écris avec Samir Boidi chez Pygmalion, je ne vais pas dire qu'on est des danseuses, parce que ce serait mais voilà, c'est un pari, c'est une envie de nous éditer, de faire des livres un peu différents de ce qui se vend dans le top 10. Enfin, je veux dire, je ne fais pas des livres de cuisine, je ne fais pas des feel good. Elle le sait. Donc, si elle a voulu éditer le livre, c'était aussi pour que le livre soit comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas pour... de toute façon, il y avait comment transformer ce truc. Oui, c'est ta patte, en fait. Non, mais comment veux-tu édulcorer un truc pareil? Je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas lu encore. Non, mais voilà. Donc c'était... non, mais c'était très, très intéressant. C'est très, très intéressant de travailler avec quelqu'un, déjà, dont c'est vraiment purement le métier, de dialoguer avec les auteurs. Donc, c'est intéressant. Et puis, Marie, c'est l'éditrice de Delerme. Donc, tu imagines que sur son bureau, elle a Dourvert et Delerme, quoi. Là, c'est quand même un peu particulier, quoi, comme grand écart. Et je crois savoir que lui, il apprécie énormément de bosser avec elle, comme moi, parce que c'est quelqu'un de délicat. Même avec les pires horreurs que je peux écrire, voilà, elle va jamais me brusquer, elle sait comment me parler.
Elle sait comment me faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'un effet ne fonctionne pas, que quelque chose est trop ou pas assez, qu'il faut justifier, qu'il faut réécrire, qu'il faut qu'on comprenne mieux. Le livre était complètement baroque dans sa première version. Complètement. Mais elle a accompagné ma réécriture. Le livre n'avait pas la même fin quand il est arrivé chez elle. Enfin, voilà, donc elle a accompagné tout ce chemin-là, quoi. Donc, un vrai travail d'éditeur, quoi. Ouais, et de formation aussi. Disons les choses. Et Super, moi, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci pour tes réponses, Sébastien. Mais c'est moi. Nathalie? Oui, alors moi, ma première question, bonjour. Bonjour. Ma première question, ça a été un peu répondu. Ça a été, oui, les lectures de Laz a posé à peu près la même question. C'était, est-ce que c'était une évidence de faire un livre trash, aussi trash? Franchement, j'ai rien maîtrisé. Voilà. C'est à ce moment-là, je maîtrise rien. J'ai pas du tout, j'ai aucune conscience du marché. J'ai déjà écrit des bouquins d'humour noir, mais j'ai aucune conscience de ce qu'est le marché du roman. Je n'ai même pas conscience du fait que 99% des lecteurs sont des lectrices. Je n'ai aucune conscience de. Je suis persuadé que ça va être le plus grand livre de l'univers. Mais est-ce que si ce livre a été écrit dans une période plus propice, il serait peut-être moins trash, non? Je ne pourrais pas le réécrire. Mais je crois que tous les auteurs diraient la même chose. Enfin, ça dépend après quand on fait du genre ou quand on fait vraiment. Enfin, voilà, ça dépend, quoi. Moi, en l'occurrence, je serais incapable de réécrire le même livre. Enfin, je crois. Là, aujourd'hui, en plus, ce n'est pas du tout ce dont j'aurais envie. D'accord. Et quand vous écrivez une scène, vous la visionnez dans votre cerveau pour l'écrire ou ça vient, c'est flou? Oui, j'ai une culture cinéma à mort. Et j'ai commencé à être un peu scénariste à la suite de ça. J'ai bossé un peu pour les boîtes de prod en tant que scénariste. Et c'est quelque chose que je veux faire. Et oui. Moi, je pense... D'ailleurs, aujourd'hui, je suis beaucoup plus littéraire qu'à ce moment-là. C'est entre-temps, j'ai un oncle que j'adore, qui est une espèce de... Il y a Samir aussi. Le livre lui est dédié. Mais c'est Samir qui m'a appris à écrire. Et Samir, c'est, comment est-ce que je vais dire ça? C'est une encyclopédie de la littérature française. Et vraiment, donc, lui, c'est quelqu'un qui, tout le temps, est capable de donner, non, même pas des références, mais juste de montrer, comme mon oncle. Mon oncle est psychiatre, il est collectionneur de livres, enfin voilà, tous les deux sont passionnés par le surréalisme et donc ils connaissent tout. Donc être avec eux, ça rend vachement humble. Et comme je passe beaucoup de temps avec eux, je suis très humble. Mais c'est-à-dire que quand je dis à mon oncle, ouais, j'ai écrit un livre trash, il me dit, ouais, bah tu vas lire Le Jardin des Supplices de Mirbeau. Je lis Le Jardin des Supplices de Mirbeau, j'ai du mal à le finir. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Non. Voilà, donc c'est un truc de fou. Et là, pour le coup, moi c'est de la dentelle. Hein. C'est-à-dire que là, on est dans le... Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je suis plus, voilà, je suis plus littéraire aujourd'hui. C'est-à-dire que je me suis beaucoup plus rapproché de la littérature depuis que j'ai écrit le livre que je ne l'étais à l'époque où j'étais beaucoup plus dans une culture pop. Donc, pour revenir à ta question, oui, je visualise les scènes. D'accord. Toujours, je les vis. Ben, merci. Mais de rien. Johan? Oui. Alors moi, ce que je voulais savoir, c'est quels ont été tes projets depuis Cool Killer et est-ce qu'il y a un nouveau roman en préparation, par hasard? Alors, oui, j'ai un roman en préparation, mais je pense que je vais le mettre de côté. J'ai un roman de science-fiction en préparation.
qui est une espèce de truc comme ça, sur lequel j'ai déjà pas mal écrit et que j'ai en tête, mais je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est peut-être parce que ma vie perso bouge. Là, j'ai envie de faire un bouquin de littérature blanche, avec toute la bizarrerie que ça peut avoir pour moi, mais peut-être pour démontrer que je peux faire de la littérature blanche, et j'ai envie de partir d'une page blanche complète. Donc là, je suis vraiment dans une phase, c'est-à-dire que j'ai ce manuscrit, c'est très étrange. J'ai ce manuscrit de science-fiction dont le début est avancé, que j'ai en tête, qui est en plus un truc qui traîne dans ma tête depuis des années. Mais là, j'ai envie de le mettre de nouveau de côté. C'est marrant, c'est un livre que je traîne, même avant Cool Killer, et que j'aime énormément. Mais je ne sais pas si j'ai le feu sacré là pour aller faire ça. Et j'ai une pulsion d'écrire un livre de littérature blanche pour prouver à la face du monde tout mon génie. Voilà. Donc, je pense que j'ai une petite idée là, et je pense que là, honnêtement, je n'avais pas le feu sacré. Je ne sais pas le dire mieux. Je n'avais pas ce truc. Moi, je peux rien faire. Je peux rien faire sur commande, quasiment. Quasiment. J'ai essayé. Hein. Je ne sais pas faire. Il faut vraiment que j'ai l'impulsion. Voilà. Et donc j'ai ce livre de SF qui me trotte dans la tête comme un rêve de gamin depuis des années, qui avance, qui je pense va continuer à avancer, qui va être une espèce de truc qui va me prendre des années. Mais là, je pense que je vais attaquer un roman. Je vais attaquer un roman de littérature blanche. Ouais. Voilà. À date, ce que je compte faire. Cool. Je suis impatient de voir ça. Ouais. C'est gentil, ouais, mais tu vois, c'est très étrange. Je n'ai pas retrouvé l'énergie ou peut-être le temps là Et là, je pense que dans les jours qui viennent, je vais me mettre devant une page blanche. Mais vraiment, j'ai cette envie-là, d'être devant la page blanche, comme ça. Vraiment. C'est très étonnant, je ne sais pas. Et puis, encore une fois, ça a vachement changé. J'ai l'impression, mais on va voir ce que ça va donner. Je l'ai un peu vu là sur la SF, mais j'ai l'impression d'être mieux formé. Donc, ça va être différent, quoi. Tu vois, je vais vraiment avoir envie de bien faire, techniquement. Je suis très attaché à la technique. Entre-temps, j'ai découvert Mirbeau, j'ai découvert Huysmans. Mon oncle m'a fait découvrir énormément de livres et du coup, j'ai envie non pas d'être à ce niveau-là, enfin, ça serait absurde de dire ça, mais en tous les cas, comme j'ai rencontré de nouvelles personnes, de nouveaux auteurs que j'admire, j'ai envie d'essayer de me hisser sur leurs épaules, quoi. Donc, j'ai cette pulsion-là, j'ai peut-être une idée de roman, une toute petite idée, qui en général sont celles sur lesquelles on tire, tu sais, et puis on déroule, on finit par trouver de l'or. Donc, je crois que je vais m'y remettre là. Mais je n'avais pas la pulsion. Voilà. J'ai quand même un projet de BD aussi, avec le monsieur qui a peint ça. Voilà, qui est un graffeur à la base, monsieur Migalo. Et puis j'espère faire un court-métrage l'année prochaine. Voilà. Bah cool. Voilà super. un peu. Ouais. Ce sera super quand tout sera frais, quoi. Tu vois, quand ce sera sorti. Du coup, ce roman de littérature blanche, par rapport à Cool Killer, tu disais que tu l'avais écrit parce que il y avait une espèce de ras-le-bol général, tu étais un petit peu en colère. Mais là, est-ce que tu te sens plus apaisé? C'est à ce moment que tu as envie d'écrire ce roman de littérature blanche parce que tu te sens plus apaisé? Plus apaisé intérieurement, certainement pas. Mais sur la manière de raconter ce
ce que j'ai envie de dire, oui, je suis beaucoup plus apaisé de ce côté-là. C'est-à-dire que je pense que j'ai envie de faire, j'ai très envie de faire un livre élégant pour le lecteur. C'est-à-dire de mettre toute la technique que j'ai pu emmagasiner, je crois, au service du récit, dans le sens de l'élégance envers le lecteur et avec une forme de politesse. Parce qu'on ne peut pas dire que Cool Killer soit un livre très poli. Mais ça veut pas dire que je l'aime pas, hein. C'est pas ça. C'est juste que c'était un moment. Et c'était un tremblement. Et là, j'ai plus l'objectif de façonner quelque chose, tu vois, d'être dans l'orfèvrerie. Enfin, j'ai un souci du travail bien fait, de la technique. C'est des choses nouvelles. D'accord, ok. Bah, merci. Widad, Ouais, c'était j'avais la plein de dernière. questions. Oui. Merci. Bonjour à tous. Bonsoir. Moi, j'ai lu le livre l'année dernière et pour moi, ce livre, c'est un ovni. Et je ne sais pas où le classer. Et il ressemble à aucun autre que j'ai lu, on va dire, récemment ou avant. Donc, bravo. Merci. Et, Ça me fait très plaisir. en fait, je suis tombée par hasard dessus. J'avais vu des retours, etc. Mais il ne me tentait pas plus que ça. La couve, voilà, toute simple. Mais j'ai dit, allez, hop. Mais pour moi, j'ai pris une claque. Et petite question, est-ce que vous le voyez, on va dire, au cinéma ou en série, quelque chose comme ça, ou à la télé, ce livre? Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça de manière sans doute très amicale, très bienveillante. Oui, on peut toujours adapter les choses. Et comme j'ai un tout petit peu bossé sur du scénario, on peut adapter les choses. Après, je dis toujours la même chose sur Cool Killer. Malgré tout, c'est un livre, c'est très redondant ce que je dis, mais c'est un livre très littéraire. Parce qu'on est sur un personnage qui raconte, qu'en plus, il y a du récit écrit dans le récit écrit. Donc, oui, c'est un livre où il y a des images, qui provoquent des images, mais malgré tout, c'est un vrai objet livre. Ce serait difficile enfin, pas impossible, hein, mais est-ce qu'il ne perdrait pas En saveur? D'abord, est-ce qu'il ne perdrait pas en saveur? Est-ce que toute la violence qui peut y être parfois décrite ne serait pas absolument indigeste dans un film? Moi, je suis très dubitatif. C'est-à-dire que je pense qu'en revanche, l'idée du livre peut faire une bonne trame de scénario. Voilà, sans révéler quoi que ce soit, mais ce qui se passe, ce que fait le héros et la manière dont il achève son plan, entre guillemets, ça peut faire une base de scénario. Mais sans doute en l'adaptant complètement, je pense. Je pense que sinon, ce serait absolument indigeste. Je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait le prendre brut de décoffrage, juste en l'adaptant un peu, et le traduire en film. D'abord, il y a une énorme différence entre la violence dans un livre et la violence représentée. La violence représentée a tout de suite quelque chose d'obscène, alors que dans un livre, il y a comment dire, la présence du petit théâtre du lecteur. C'est pas que ça l'atténue, mais c'est simplement que du coup, la réception de la violence est différente. Il y a un recul, il y a une forme d'intelligence là-dedans. Alors que la représentation brutale, je veux dire, j'aurais peur que ça se finisse en saut numéro 12, quoi, au fond. Non, mais c'est vrai, ça finirait par être un film américain pour ados, Ouais. alors que c'est pas du tout l'objet du livre. Enfin, après, l'objet du livre, c'est pas moi j'en suis pas le garant, mais ça dénaturerait. Je pense que ça pourrait même donner l'effet inverse, parce que quand même, les livres sont pas faits pour dénoncer des choses, c'est pas vrai. Ils sont pas faits pour ça, ils sont faits pour provoquer mais l'objet de Cool Killer, c'est pas du tout de glorifier la violence.
Et je pense qu'au cinéma, adapté comme ça, machin, bon, évidemment, si Steven Spielberg m'appelle pour me donner $1 million, je lui dirais oui, hein, je te rassure. Mais je pense que ça pourrait avoir l'effet même inverse. C'est-à-dire que ça pourrait se terminer avec finalement, parce que c'est souvent comme ça, c'est un des écueils du cinéma, c'est que le héros est forcément glorifié, en fait. Le protagoniste est forcément glorifié. Et ce n'est pas forcément l'objectif de Cool Killer. L'objectif de Cool Killer, je ne sais pas si j'ai réussi, mais c'est plutôt de nous faire nous sentir mal à l'aise en voyageant avec un type abject mais brillant. Et moi, c'est ça qui m'intéressait en réalité. C'est de décrire ce truc-là. Et donc, qu'on soit mal à l'aise tout en ayant envie de rire et en lisant des horreurs complètement… voilà, mais qu'on soit un peu prisonnier de ça. C'est un peu un Space Mountain, en fait. Et je ne sais pas si au cinéma, on ne serait pas juste, comment dire, terrassé par la violence et l'horreur de certaines scènes qui, pour moi, ne peuvent pas être filmées, ne doivent pas être filmées, en fait. J'attache beaucoup d'importance à ça, en réalité, et finalement, c'est bizarre, mais c'est sincère. Je dénonce un peu dans le livre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai dit il y a 2 minutes que les livres n'étaient pas faits pour dénoncer, et là je dis je dénonce dans le livre. De toute façon, mais cette représentation de la violence permanente de manière graphique nous rend tous complètement givrés. C'est les gamins, même si on ne les met pas devant la télé, finalement, la représentation d'une violence est devenue quasi permanente. Et ils ont un contact avec ça, avec des scènes de meurtre, des scènes de démembrement, dès qu'ils regardent la moindre série, dès qu'ils passent devant la télé, même en regardant les infos. Enfin, voilà, et ça, finalement, c'est un phénomène nouveau, et Cool Killer parle de ça. Donc, tout ça pour dire que je pense que l'idée, la trame de scénario, c'est-à-dire le plan du héros, pourrait très bien faire une base à un scénario, mais qu'il faudrait l'écrire complètement différemment pour ne pas justement produire l'effet inverse à celui souhaité et qui est possible en littérature et pour moi qui doit être fait différemment au cinéma. Voilà. J'ai fait une explication hyper complexe. Ben, on a tout suivi. William, tu avais d'autres questions ou pas? Moi, je voulais parce qu'entre-temps, j'ai réfléchi à ta question. Ouais. Ah. Tu vois, récemment, j'ai regardé le début d'une série sur Netflix qui s'appelle Tribes of Europa, je crois, ou un truc comme ça. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. J'ai trouvé ça abject. Mais quand je dis abject, c'est d'une violence inouïe, gratuite, sans aucun intérêt. Pour que moi je dise ça, tu vois, il faut quand même. Bon. Il y a une espèce de comment dire, on franchit des paliers dans la représentation de la violence. Et il y a une grande différence entre la violence en littérature et la violence. Enfin, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une espèce de surenchère qui, moi, me paraît extrêmement douteuse, je vais dire éthiquement. C'est-à-dire qu'un objet livre comme Cool Killer, tu sais que peut-être qu'un gamin de 12 ans va le lire, mais franchement, je ne crois pas. Et au fond, c'est bien. Tu vois, je trouve que c'est vachement bien. Et Tribes of Europa, je suis sûr qu'il y a des gamins de 12 ou 13 ans qui regardent ça. Il y a des scènes, mais d'une violence sans limite, sans aucun intérêt. Alors, il y a eu l'effet Trône de Fer, voilà, qui a plein d'autres qualités. Mais moi, j'ai du mal avec ça. C'est-à-dire cette violence pour la violence qui est faite en fait pour susciter des sentiments puissants chez les gens, qui est manipulée comme ça à l'écran. Je suis très dubitatif vis-à-vis de ça. Et j'avais une amie récemment qui, elle, ne peut pas regarder, si tu veux, s'il y a une goutte de sang à l'écran, elle se cache les yeux et tout ça. J'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé ça très raisonnable, en fait. J'ai trouvé qu'elle était mieux que moi
C'est-à-dire que je pense que c'est la vraie réaction qu'on doit avoir humainement quand on voit quelqu'un se faire couper un bras, tu vois, enfin, c'est un truc. Et en fait, maintenant, on est habitué, quoi. Ah ouais, tiens, le héros s'est fait couper un bras. Oh, bah tiens. Et voilà, je trouve que cette espèce d'habitude qui est arrivée maintenant C'est devenu dans banal. les films, ouais, où on rigole même de ça, ça devient drôle, mais à un degré un peu étrange, tu vois, ça devient drôle de voir les gens se faire torturer, quoi. Bon, j'espère que c'est qu'une tendance en réalité. Mais je pense que c'est qu'une tendance. C'est juste parce que certains films ont marché, certaines séries ont marché, et puis quand ça ne marchera plus, ben, on reviendra peut-être à à un la peu de mode, quoi. narration. Ouais, c'est ça, à mon avis. Voilà. Moi, j'ai juste rajouté une petite. C'est pas une question. Moi, ça fait du bien les livres qui sortent de l'ordinaire. De lire toujours la même chose, les mêmes enquêtes, etc. Et là, quand j'ai lu le livre Cool Killer, je dis ah, voilà, enfin quelque chose de nouveau. Ça me fait plaisir de t'entendre dire ça. Moi, je suis pareil que toi. C'est-à-dire que moi, quand je lis un livre, Je veux être surprise. Uniquement. Je veux être effaré. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du Huysmans et de Mirbeau que j'ai découvert, voilà, qui sont des mecs qui ont écrit il y a 100 ans, il y a plus de 100 ans. Et c'est incroyable, Huysmans. Houellebecq en parle tout le temps, mais c'est incroyable. C'est des mecs qui enquêtent sur le satanisme et qui écrivent sur Barbe Bleue. Hein. Donc c'est complètement, c'est vraiment, mais là, on n'a jamais lu ça. On prend le truc, ça change. Et pareil, Mirbeau, le Jardin des Supplices, je pense que c'est le seul livre que j'ai eu un mal de chien à finir. J'en avais mal au ventre, tellement c'était... là, c'est du hardcore, voilà. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Et je suis d'accord avec toi, moi, j'attends toujours d'un livre de me dire, putain, j'ai jamais lu ça. J'ai jamais lu un truc pareil, quelle imagination, d'être surpris à toutes les pages, d'être scotché, d'en prendre plein la tête. Moi, j'ai ce rapport-là à la lecture. Après, je dis ça, et en même temps, je suis un grand fan de KPDP. Donc moi, tu m'envoies Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo. Pour moi, c'est le sommet de la littérature. Sherlock Holmes aussi. Donc voilà, c'est tout dépend. Tout dépend de ce qu'on veut, de ce qu'on cherche. Mais Ça dépend des moments. ouais, comment? Ouais, tout dépend des moments. Tout dépend des moments, évidemment. Mais oui, je suis un gros fan d'Alexandre Dumas. Ça fait rire tout le monde quand je dis ça, je ne sais pas pourquoi. Voilà. De Léo Perroutz aussi, je ne sais pas si vous connaissez Léo Perroutz, c'est le Alexandre Dumas, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'il est autrichien, Léo Perroutz, c'est un génie. Si vous avez envie de lire un grand livre, faut lire Le Cavalier suédois de Léo Perroutz. Absolument génial. Moi, je voulais rajouter, tu sais, Sébastien, je suis originaire de l'Aisne et je travaille dans la ville natale d'Alexandre Dumas. Ah bah, écoute, pour moi, la scène d'exposition des Trois Mousquetaires, c'est un des trucs les plus grandioses que j'ai jamais lus. C'est-à-dire que Dumas, il a une capacité à te vendre la salade. C'est-à-dire que la salade, elle est comme ça, et il te la vend. Je ne sais pas comment il fait. C'est-à-dire que c'est gros que ça passe, ouais. C'est incroyable. C'est-à-dire que il faut te la vendre, la salade, hein, quand même. Hein. Le mec, il arrive, son père était mousquetaire, il a perdu la lettre, il se l'est fait voler, il croise 3 gars à qui il dit « je vous défie demain ». Il arrive au duel, il y a les 3 mecs, c'est les 3 mousquetaires. Il arrive au duel, il est poursuivi par les gardes de machin. Les mecs le regardent, il est en train de se battre. Ils disent quand même, lui, il a l'air sympa, et allez, c'est parti. C'est-à-dire que le truc, mais c'est un truc d'enfant. C'est un truc d'enfant. Moi, j'adore ça. Mais alors vraiment, ouais, les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo, c'est pareil. La salade, elle est énorme. Le mec qui saute de la prison. Et nous, on est là. Ouais, pourquoi pas, quoi. Puis après, il ourdit sa vengeance, il revient et tout. C'est absolument génial d'écrire ça. C'est génial d'imagination. C'est un truc de gamin. Un truc de gamin. J'ai jamais lu Alexandre Dumas, mais ça titille ma curiosité. C'est un truc d'enfant. C'est un truc d'enfant. C'est un truc de petit garçon. C'est comme moi, j'ai une fascination pour la quête du Graal, donc j'ai tout lu. C'est pareil. C'est des trucs de gamin. C'est comme Star Wars, quoi. T'as les yeux comme ça, puis tu manges du popcorn. Et voilà, moi, je suis client. Je suis très très client de ça. C'est les Trois Mousquetaires, mais je suis ultra client.
Du coup, on a fait passer, donc tout le monde a posé ses questions et j'ai gardé la mienne pour la fin. Donc, ce n'est pas vraiment une question, je me suis inspirée humblement de Proust et j'ai fait le questionnaire de Luciole. Ah, Alors, si tu étais un serial killer fictif ou réel, qui serais-tu? putain, sérieux. Alors déjà, je serais aucun serial killer réel. Ok. Parce que ce sont des gens comment dire, c'est toujours, mais d'ailleurs c'est présent dans le livre, hein, mais c'est incroyable de rencontrer le diable. C'est incroyable parce que tu n'y crois jamais, quoi, en fait. Tu te dis non mais ça n'existe pas, mais si, ça existe. Là en ce moment ils font les recherches avec Monique Olivier, ça existe. C'est-à-dire que le mec, ça existe en fait. Et quand tu es dans la vie normale, machin, tu peux pas penser à ça. Mais en fait, ça existe. Donc non, je serais aucun de ces mecs-là. Si je devais être un tueur en série, mais qui n'en est pas vraiment un, mais quand même, quelques meurtres à son actif, je serais Moriarty à fond. Je serais un mec qui fait des plans contre Sherlock Holmes, quoi. Rien que pour avoir la chance de le croiser et de disparaître, ou je serais Fantomas, quoi, tu vois. Très, très bonne réponse. Non, mais et jamais de la vie, je serais un de ces malades gerbants enfin, voilà. C'est pas juste, comment dire, c'est pas juste parce que je suis Miss France, hein, c'est pas juste la guerre c'est moche et tout ça. Non, c'est qu'en plus, ces gens-là exercent une fascination logique, hein, parce que mais c'est quand même des déchets, quoi. Ce sont des déchets, ce sont toujours des mecs qui sont Alors, c'est hyper intéressant pour les auteurs. Hein, Moi, je ne cache pas que je me suis énormément intéressé à Manson, par exemple, que un personnage comme Fourniret, les flics racontent que quand ils rentrent dans une pièce, ils ont peur, quoi. Donc, c'est fascinant, quoi. Il y a un côté fascinant, mais non, jamais. Oh là là, attention, c'est les ténèbres. Hein. Là, Ouais. Et puis c'est les ténèbres au coin de ta rue. Hein. Oui. Alors, j'ai 4 autres questions pour toi qui est anti-violence, ça va être quelque chose. Tant mieux. Si tu étais une arme de crime, un produit ou un objet, que serais-tu? Une arme de crime. Ouais, j'allais dire, je serais une femme. Voilà. Voilà. Ok, donc parfait. une empoisonneuse. Ouais. Empoisonneuse. Donc, si tu étais un crime? Si j'étais un crime. Oh, je serais un crime passionnel. Un truc terrible. Une histoire d'amour terrible. Voilà. Ouais, je serais un crime passionnel. Ok. Avec des grandes musiques, des Non, grands avec drames. enfin, tu connais la chanson, les histoires d'amour finissent mal. Eh oui. Oui, je serais un crime passionnel, obligatoirement. Et si tu étais une torture, laquelle serais-tu? Une torture? Oui. C'est une torture. Une torture. Si j'étais une torture, qu'est-ce qui me torture le plus? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Si j'étais une torture. Oh, oui, si, je serais soit les ch'tis à Ibiza, tu vois, un truc comme ça. Je serais ça. Voilà. Pour moi, ce serait la. Non. Pour moi, la pire torture, ce serait d'être dans le programme. Ouais. Pour moi. Ouais. Ce serait un truc, je pense, assez incroyable. Mais j'ai rien contre tous ces gens. Non, moi non plus, mais je suis d'accord. Pour moi, c'est décapant, quoi. Tu vois, c'est la limite de ma compréhension. Tout est tellement fou
voilà, et si j'étais une torture, ce serait d'être enfermé dans une pièce capitonnée avec uniquement ce programme en permanence, tu vois, qui tourne à la comme Orange ça. Mécanique avec un truc qui te garde les yeux Ouais, ouverts. voilà. Ouais, ok. Où il faudrait que je regarde tous les épisodes des Anges. Ouais. En fait, si j'étais une torture, je serais Énergie 12. Ok, Voilà. d'accord. Et Je sans pub. valide. Je Sans la pub. valide. Et du coup, dernière question, si tu étais un endroit de séquestration, donc ce ne serait pas la pièce capitonnée avec Énergie 12, un autre endroit de séquestration. Ouais, j'allais dire ce serait dans ma tête, mais si je devais choisir l'endroit où je suis séquestré, je me séquestrerais, parce qu'on est quand même un petit peu en ce moment, je me séquestrerais chez moi. Voilà, parce que là, je me suis acheté un bonsaï, tu vois. Je viens de m'installer, donc j'ai remis mes livres. Voilà, donc ce serait le meilleur endroit. Après, si je devais choisir un endroit de séquestration, si tu veux, pour être malheureux, je pense que ce serait ouais, peut-être le Qatar, tu vois, d'un pays comme ça, un pays où tu es obligé d'être riche, d'avoir l'air cool, et où en fait c'est ignoble, quoi. Ce serait un truc comme ça. Encore une fois, c'est pas fleur bleue, mais je pense que c'est ce genre de renoncement à ton éthique pour ton confort. Je pense que ça doit être une prison terrible. Ça doit être un truc, mais affreux, quoi. Voilà. Genre, je suis cool, je gagne 12 000 $ par mois, je suis sur une plage artificielle, et puis il y a des gens qui n'ont pas de papier, mais ça ne me dérange pas. Tes réponses sont top. Vraiment, ça change des classiques. Et c'est toujours difficile de répondre à ce genre de questions parce que Moi, ça j'adore les dévoile. Et ouais, je savais que ça te plairait. Je ne t'avais pas prévenu en avance exprès. J'adore ne pas être prévenu aussi. Le mec adore. Oui. Surtout la réponse sur l'énergie 12. Bah ouais, mais bon, Énergie 12, si tu veux, c'est quand même. Après, il ne faut pas dire du mal parce qu'il y a des gens qui travaillent là-bas et puis que ils ne vendent pas d'armes, hein, à ma connaissance. Donc voilà. Mais c'est vrai que bon, pour connaître un petit peu l'envie. Les téléréalités qui diffusent, ça peut être considéré comme des armes. Hein. Ouais, je sais pas. C'est toujours le débat, tu sais, personne t'oblige à regarder. Bon, c'est que de la télé, donc faut pas. Voilà, mais c'est vrai que c'est encore une fois, c'est pas juste pour leur jeter la pierre de quoi que ce soit, mais c'est vrai que ça me paraît être une forme comment dire, de symbole. C'est-à-dire que même le symbole est médiocre. C'est un symbole médiocre de notre médiocrité. Voilà, oui, c'est pas grave, on a le droit de pas regarder, mais finalement, pour avoir un revenu pub moyen, parce que c'est une petite chaîne, comme ça coûte pas cher, on fabrique ce truc, et puis quoi, voilà. Dans quel but? La seule chose dont on ne peut pas douter, c'est qu'il n'y a personne qui se dit c'est le but de ma vie de fabriquer ce programme, parce que je trouve que c'est vraiment de l'art, et j'ai envie que les gens le regardent. Donc, on sait que de bout en bout, on est dans un truc où tout le monde sait que c'est de la merde. Ouais. Et ils trouvent ça bien, quoi, parce que finalement, ça permet sans doute à des gens de payer leurs factures, etc. Moi, il m'est arrivé de bosser sur plein de programmes, plein de trucs. Voilà, il y a souvent des questions éthiques quand on bosse comme ça dans les médias. Là, c'est une trop grosse question éthique pour moi, sincèrement. Et, je veux dire, je comprends. Fabriquer un truc comme ça. Mais et en plus, la frontière est ténue parce que finalement, tu vois, moi, ça m'arrive de regarder Top Chef avec mes enfants. J'adore la bouffe, donc je trouve ça très bien. Ça me dérange pas. Pareil, je regarde The Voice avec mes enfants. Bon, ça me casse les oreilles, mais ça me dérange pas, quoi. Donc, il y a aussi une manière de faire ça sans que ce soit un truc ignoble. Et il
y a quand même toute une partie de ces programmes-là. Enfin, je veux dire, il ne faut pas tous les mélanger, quoi. Il y a quand même une partie de ces programmes-là qui sont… Et je me demande toujours si les gens regardent ça en se moquant, ou sincèrement, ou avec envie. Enfin, je ne sais pas. Enfin, pour moi, ça fait partie des programmes qui font trop de bruit, en fait. J'ai toute une catégorie de programmes comme ça dont je considère que c'est trop bruyant. Quand je le regarde, je trouve que le niveau sonore est trop fort, quoi. Ça me gêne. Ouais, je comprends. Je comprends. Je te remercie, Sébastien, et merci, merci à tout le monde d'avoir participé à ce virtuel noir de Luciole. J'espère que l'enregistrement s'est bien passé. YouTube, on verra ça si on finit sur YouTube. Inch'Allah. 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 La chanteuse. L'étoile du berger, tu sais. Ouais. sur ce, merci. Merci à tous et merci Sébastien.